surtout à rester jusqu'au bout à l'issue du cocktail. Voilà, et donc pour amorcer cet après-midi, sans plus tarder, donc je passe la parole à Véronique Fleury, présidente de Medicop France, qui donc va nous introduire cette belle après-midi. Merci Pierre. Alors d'abord, on est ravis de vous accueillir pour ces tables rondes consacrées à l'exploration, à l'échange autour d'une étude et d'une expérimentation. Avant d'aller plus loin et de faire du lien, je me permets de faire un rappel des années précédentes et du contexte de notre secteur. Alors les années précédentes, 2022-2023, les tables rondes faisaient écho aux éléments de contexte de notre secteur du médico-social et de la santé, avec des thèmes plutôt sociologiques, philosophiques, qui guidaient nos approches, avec des questionnements tels que le salaire est-il le seul levier d'attractivité des métiers du médico-social. Autre question, coopérateur, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore, comment renouveler les conditions et les valeurs et le sens des métiers du care? Ou encore, le futur du travail, pluralisation des formes d'emploi, des métiers qui coordonnent, hybridation des statuts, des compétences. Conjointement, en fait, à ces grandes questions qui nous ont traversées en 2022 et 2023, les politiques publiques de l'autonomie et de l'enfance s'emparaient des thèmes de transformation de l'offre du médico-social. Un plan de transformation des personnes en manque d'autonomie a été initié, dont l'objectif affiché était d'organiser une bascule au profit d'un accompagnement en milieu ordinaire. On a entendu parler de plateformes de services, de guichets uniques, de dispositifs, de l'inclusif, des prestations d'autodétermination, de Séraphin, d'habitat, d'écoles inclusives, de foyers éclatés, des ATOR-murs, de SAD, de SIAD, de plateformes des métiers et de l'autonomie, des EHPAD qui deviennent des lieux de ressources, des EHPAD qui deviennent des lieux privatifs, des domiciles adaptés, etc. On en passait des meilleurs. Et le secteur du handicap et des personnes âgées opère un virage. On le sent bien, on l'entend et vous nous le dites. Et c'est un reflet de l'évolution de notre société. Si les professionnels du médico-social œuvrent au quotidien pour favoriser cette dynamique, si les ARS et les conseils départementaux organisent les stratégies territoriales dans le cadre des projets régionaux de santé, des schémas départementaux, des études d'impact, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les organismes gestionnaires sont les principaux acteurs de cette réforme de l'offre sans précédent. La transformation induit de penser différemment l'offre médico-sociale. Mais au-delà des concepts, la DREES révise les données issues du modèle des lieux de vie et d'autonomie, le modèle Livia. Les données permettent de réaliser des projections entre 2005 et 2050, où on nous dit que la population des plus de 65 ans connaîtra une hausse de 80%. Selon toujours ces modèles et dans l'hypothèse de l'espérance de vie sans perte d'autonomie, puisqu'ils nous ont créé un nouvel indice qui est l'espérance de vie sans perte d'autonomie. Excusez-moi, je bafouille un peu, je ne suis pas très à l'aise. Donc, selon ce modèle, en fait, le nombre de situations de dépendance va augmenter de 384 000 en 2019 et 2030. Ça veut dire qu'on va vers un rythme effrayant, en fait, de ces prises en charge de l'autonomie. Dernier point, alors que le secteur du médico-social est au cœur de la cohésion sociale, il semble aujourd'hui être à bout de souffle. Entre les employeurs qui se sentent contraints de mendier leur budget, une désaffectation des formations, une sinistralité très élevée, un périmètre des métiers en constante évolution et une concurrence accrue sur le marché de l'emploi, la situation est alarmante. Le secteur médico-social est confronté à une problématique majeure, le recrutement. Avec près de 50 000 postes vacants, 200 000 salariés sur le point de prendre leur retraite dans la prochaine décennie, soit près d'un quart des emplois du secteur.
notre contexte, on s'est dit, il faut qu'on arrête de philosopher, il faut qu'on arrête d'avoir peut-être une vision un peu trop haute. Il faut que notre contexte se stabilise, que les politiques se trouvent et se calent. Et on a décidé en 2024, en fait, de laisser ces grandes questions aux politiques et aux institutionnels et d'avancer un petit peu comme l'eau d'un ruisseau et de revenir en fait à nos fondamentaux et à notre cœur de métier. Alors nous allons examiner en 2024 comment ces concepts peuvent prendre vie dans des contextes, comment ils influencent nos décisions, nos actions, nos interactions avec notre environnement. Notre coopérative peut être un lieu d'observation, d'expérimentation, et c'est ce qu'elle a fait l'objet cette année, et selon permettre un déploiement de nouvelles approches ou de méthodes. Les valeurs de la coopérative s'incarnent dans des dispositifs concrets, des structures, des technologies qui façonnent le quotidien des agences, qui influencent la vie des intérimaires, des résidents et des coopérateurs. Nous nous aventurerons sur notre terrain, où nous avons l'occasion de mettre à l'épreuve nos idées, nos convictions dans des contextes réels. Ces tables rondes sont un appel à l'action, un appel à explorer le lien profond entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. C'est un appel à transformer nos idées en initiatives concrètes qui contribuent au bien-être du collectif intérimaire, résidents et coopérateurs. Avec l'enquête des étudiants de l'UPEC, nous souhaitons appréhender et intégrer des valeurs empiriques et observer si les résultats étayent nos valeurs de travailler en coopérative. Nous aurons l'occasion d'entendre des retours à chaud sur les intérimaires par les étudiantes et les responsables d'agences. Leurs récits illustreront leur place et la réalité complexe de l'accompagnement dans les métiers du soin en étant intérimaire. Avec l'association Transfert, nous appréhenderons les méthodes de médiation du recrutement pouvant amener un changement dans l'environnement professionnel. Nous sommes convaincus que ces échanges nous permettront de mieux comprendre les implications pratiques de cette méthode et son influence au secteur de l'intérim. Au cours de cette table ronde, nous aurons l'occasion d'entendre, à partir de l'observation de 2 agences, les points d'ancrage et les freins à l'utilisation de cette approche. Leurs récits nous permettront de saisir la réalité de la mise en œuvre de cette méthode sur le terrain de l'intérim, ainsi que les opportunités et les défis qui en découlent. Je vous invite donc à vous joindre à nous dans cette aventure de connaissances. Nous espérons que ces échanges seront une source d'inspiration, de stimulation pour chacun d'entre nous et qui contribueront à renforcer notre compréhension collective du potentiel transformateur de notre coopérative. Merci à tous de vous être joints avec nous. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être justement dans ce contexte que vous avez évoqué, et très bien évoqué sur tous les enjeux quantiques, Ali, etc., sur le médico-social et l'intérim, peut-être rappeler ce qui est écrit sur cette slide. Finalement, qui est Medicop et où en est la... Alors peut-être que Mathieu Dingler pourra préciser un petit peu après, mais au moins sur le cap et sur l'idée, sur ce qui a forgé la naissance de Medicop France et le cap qu'elle suit aujourd'hui dans ce contexte très rapidement et qui sera, j'imagine, complété par Mathieu Dingler par suite. Alors, je vais laisser une bonne partie Mathieu répondre. Je vais simplement dire que Medicop France, au départ, effectivement, création en 2014, avec la première agence, si je ne me trompe, qui était Bordeaux, suivie de Perpignan après. Et cette aventure, c'était une aventure tout aussi empirique que ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire, c'est des coopérateurs qui se sont retrouvés avec un personnage, un sacré personnage qui était Monsieur Ruellan et qui ont eu envie en fait de mutualiser leurs emplois, leur remplacement. Et en fait, ils ont construit ensemble progressivement le modèle qui a connu 3 versions et on en est à la 3e version. Voilà.
Et j'en profite pour remercier que les coopérateurs, même si maintenant Medicop France est France, hein, on est quand même encore sur les territoires, et je pense que là, vous avez un bel échantillon des agences, parce qu'elles sont toutes là, les agences, il y a même 2 intérimaires. C'est aussi une structure démocratique qui, normalement, a des conseils de coopératives sur les territoires, qui devraient relayer des conseils de coopérateurs, excusez-moi, qui devraient relayer le conseil de coopérative au national, dont on a des représentants aussi dans la salle, et pour que l'aventure continue et qu'on s'adapte à tout ce qui est en train toute la transformation qui est en train de s'opérer. Voilà, Mathieu, je te laisse poursuivre. Pierre, peut-être, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, de cette introduction. Donc, juste sur un plan purement logistique et technique, sachez que donc, cet événement, il est non seulement présentiel avec toutes les personnes qui sont réunies dans cette salle, mais c'est également un événement distanciel. Donc, beaucoup de personnes assistent à ces tables rondes et à cet après-midi en visio. Donc, pour ces personnes qui sont en visio, après je dirai pour les présentiels, mais il y a possibilité de participer, puisque le but de cet après-midi, vous allez voir, comme l'a dit Véronique Fleury, vous allez apprendre des choses par rapport aux travaux de l'UPEC, par rapport à ce qu'est la méthode IOD proposée par transfert. Donc vous allez apprendre des choses, donc vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc si vous êtes en visio, c'est un outil Zoom. Donc très classiquement, vous avez en bas une petite main jaune. Donc moi, je me suis moi-même connecté. Je vais me connecter là pendant que nos intervenants parleront. Je vais me connecter moi-même. Je surveillerai les questions aussi dans le chat, puisqu'il y a un chat. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout de suite, et puis on les cumule. Et puis donc à un instant T, je pourrai les relayer ici pour que nos intervenants répondent. Et puis donc, si vous souhaitez intervenir, vous levez la main et je vous donnerai la parole. Voilà. Et bien entendu, pour ceux qui sont physiquement présents, là encore, là c'est encore plus facile. Je vous donnerai la parole une fois donc, que les intervenants auront présenté donc leurs travaux. Donc voilà, et simplement pour dire que pour toutes les personnes qui sont en visio, bien entendu, vous avez reçu des liens puisque vous êtes connectés, mais ces liens-là, si vous constatez que les contenus intéressent et peuvent intéresser des gens que vous connaissez dans votre secteur, envoyez le lien visio à vos participants. Ils ont juste leur nom, leur prénom, leur adresse mail à mettre et ils peuvent nous rejoindre tout au long de l'après-midi. Et enfin, 3e étage dans la fusée, ces échanges et ces tables rondes sont enregistrés, ce qui signifie que les meilleurs moments seront disponibles a posteriori auprès de Medicop France. Et ce sera sur le site internet, c'est ça, ou ce sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Medicop France, vous pourrez retrouver donc les meilleurs moments de nos tables rondes de cet après-midi. Donc voilà pour la partie technique et logistique. Et donc sans plus tarder, nous allons aborder donc la première table ronde donc avec les intervenants et intervenantes donc ici présents. Donc nous avons pour l'UPEC 3 personnes. Donc je vais essayer de bien dire les noms et fonctions. Donc Charlène Charles, donc maîtresse de conférences en sociologie donc de l'université Paris-Est Créteil, et donc à sa droite Massati Bamba, donc qui est alors justement ce qui est très intéressant dans les travaux que les 2 personnes vont vous présenter, c'est que ce sont certes des étudiantes, mais ce sont aussi des professionnels, ce qui signifie qu'elles ont un regard forcément aussi, je dirais, en réflexif par rapport à leur propre expérience professionnelle. Et donc, à sa droite, Élise Decaillon. Et je précise, elles m'ont bien demandé de préciser qu'elles sont les 2 porte-paroles du groupe de travail, puisqu'elles sont 4 en fait à travailler pour Medicop France dans ce travail d'enquête qu'elles sont en train qu'elles ont conduite, et donc elles vont le dire. Donc le terrain a été fait, mais il y a encore quelques analyses à conduire, ce qui signifie que là, vous avez en avant-première et à chaud donc les résultats, vous avez la primeur des résultats de terrain donc conduite par le groupe d'étudiantes. Et sous la houlette, j'imagine, de Charlène Charles. Voilà.
Mathieu Dengler, je pense que tout le monde le connaît, il est directeur général de Medicop France, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, éventuellement il pourra se représenter et représenter Medicop France en complément de ce que nous a indiqué Véronique Fleury. Et donc à ma droite et à la gauche de Mathieu Dengler, donc Adèle Chekir de la fondation OVE qui s'occupe et qui est responsable de toute la partie ressources humaines. Donc sur la partie, alors la fondation OVE, c'est 7000, c'est combien 110 établissements sur la France. Voilà, 110 établissements, donc c'est important. Et donc Adèle Chekir s'occupe de toute la partie Île-de-France, mais il aura l'occasion de le préciser. Et donc tout à fait, donc à sa gauche, donc nous avons donc Manon Lévesque, qui est responsable d'agence donc de Medicop France Paris et qui fait partie des personnes qui ont été approchées, interrogées dans le cadre de l'enquête de l'UPEC. Bien, alors, donc, Mathieu, moi, en fait, ce qu'il faut, c'est simplement nous dire, finalement, voilà, vous avez conduit et engagé un travail avec l'UPEC. Quel était, pourquoi, finalement, et qu'est-ce que c'est que cette commande et cette demande que vous avez formulée? Alors, je vais refaire forcément un petit peu d'histoire, puisque Véronique l'a dit tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, donc il y a des établissements qui ont décidé de mutualiser leurs salariés non permanents, donc pour assurer la continuité de service de leurs établissements. Forcément, la coopération étant l'articulation de ces fonctionnements entre établissements, la forme coopérative s'est imposée naturellement, tout comme pour la délégation de personnel, le format de l'intérim était le meilleur outil juridique pour, je dirais, déléguer ce personnel partagé entre les différentes structures établissements. Et donc, c'est comme ça que les premiers Medicop sont nés, ces structures un petit peu hybrides, mélange de médico-social, de coopérative et puis d'intérim. Aujourd'hui, on a un certain nombre de professionnels dans la coopérative qui, notamment donc des professionnels de terrain qui ont le statut d'intérimaire, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ça nous a fait naître un questionnement, un paradoxe, parce que finalement, les métiers sur lesquels on intervient, plutôt d'accompagnement, du soin éducatif, ça suppose plutôt une relation dans la durée pour établir une confiance, alors qu'ils ont un statut justement plutôt avec un contrat de travail limité. On a aussi un autre facteur d'actualité qui nous interroge, qui est toute la, je dirais, la concurrence accrue en fait pour pouvoir les remplacements sur les établissements opérés alors soit par différents acteurs qui se maquillent un peu en coopérative comme nous, ou alors par différents éditeurs logiciels qui viennent la main sur le cœur voir les associations, leur dire qu'ils vont les aider à recruter. En fait, c'est surtout pour les facturer, mais en tout cas, ils veulent apporter une réponse. Et donc, on a aussi dans ce contexte l'intérim qui est devenu un peu la bête noire pour des décideurs du médico-social, mais également pour les pouvoirs publics. On a en tête la loi RIST, la loi Valtou plus récemment, et puis on vient d'apprendre, là il y a quelques jours, que la Cour des comptes aussi allait s'intéresser donc au sujet de l'intérim médical, pour l'appeler un peu comme ça, parce que c'est le terme qui regroupe voilà, à chaque fois les intervenants sur les métiers éducatifs, du soin, de l'accompagnement sur les différents champs d'intervention. Et donc voilà, l'amalgame, il est permis en fait entre notre modèle Medicop France et puis ces différentes entités. Et donc lorsque les étudiantes de l'UPEC ont pris attache avec nous pour leurs travaux, et je les remercie de cette prise de contact, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir justement apporter un regard actualisé 10 ans après sur notre modèle. Aujourd'hui, chez Medicop France, il n'y a pas de mercenaires de l'intérim, il y a juste des professionnels engagés qui ont fait un choix professionnel justement différent de façon de gérer leur parcours professionnel. On sait que c'est aussi pour un certain nombre d'entre eux une passerelle vers le CDI, parce que ça leur permet de continuer d'explorer les différents champs d'intervention, les différentes populations qui sont prises en charge pour affiner leur projet professionnel. Et lorsqu'ils trouvent la structure qui va répondre à leur épanouissement, finalement, ils vont franchir le cap d'avoir un CDI choisi et pas subi. C'est vrai qu'on parle souvent d'intérim choisi et d'intérim subi, mais je pense que la réciproque est vraie sur la partie CDI. On peut être contraint, c'est ce que veut faire le gouvernement dans un certain nombre de mesures, de prendre un CDI ou alors le choisir. Et donc, lorsqu'effectivement il y a eu la demande, alors Madame Charles, on avait déjà échangé l'année dernière, puisque ça fait quelque temps qu'on suit vos travaux sur justement la relation d'accompagnement et puis le format de travail temporaire en termes de contrat de travail. Et ben, on s'est dit que c'était l'occasion de réactualiser et puis encore une fois d'aller un peu plus loin dans ce travail exploratoire, donc avec des enquêtes et puis beaucoup de choses qui nous nourriront, nous, pour faire, je dirais, continuer d'évoluer notre modèle afin d'être toujours un appui au fonctionnement et à la continuité de service des établissements. Voilà un peu pour la commande. Et finalement, c'est une commande un peu spontanée parce que là, encore une fois, voilà, la démarche de contact, on avait des contacts, je dirais, discontinus depuis quelque temps. Et puis, des étudiantes ont manifesté l'intérêt pour notre structure. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu. Donc, la problématique est posée. On est dans le cadre de l'intérim avec donc comme Mathieu Dengler l'a dit, en principe, c'est du ponctuel et par rapport à des solutions que les établissements attendent sur des métiers durables. Donc, apparemment, c'est un paradoxe. Et donc, du coup, je passe la parole à Charlène Charles qui va vous présenter le cursus de formation qu'elle propose. Alors, on parlera un petit peu plus tard, enfin, un peu plus de mise en perspective par rapport aux travaux que vous avez faits. Mais là, peut-être vous demander un peu ce que c'est que ce cursus de formation que vous proposez et qui permet justement de travailler ces questions. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Alors, nous, on s'est rencontrés sur un point avec Medicop, c'est cette dimension de l'importance de la recherche dans le travail social pour précisément comprendre les évolutions et puis pouvoir s'adapter, c'est-à-dire une recherche quand même impliquée, une recherche qui vise de la transformation, quasiment une recherche-action. Et donc, nous, on a une formation à l'UPEC qui est, pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, enfin si les étudiantes le pensent, mais que je trouve une formation très intéressante. C'est une formation de cadre du social, mais donc, qui s'appelle le DEIS, le diplôme d'état d'ingénierie sociale, d'ingénieur social, et qui forme donc des cadres, mais qui ont la particularité d'avoir une formation plus appuyée sur la recherche que sur le management. Et donc, dans cette formation, on essaie de leur transmettre. Alors, c'est des professionnels déjà en poste, etc., qui ont une longue expérience de travail social. Et on essaye de leur transmettre les outils de la recherche. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elles ont réalisé ce partenariat, justement en lien avec des institutions sociales qui ont les mains dans le cambouis, qui se posent des questions, qui ont envie de se remuer les méninges. Et donc, c'est sur ce partenariat-là qu'on s'est rencontrés, précisément parce que ça permet à la fois de développer une réflexivité dans le parcours professionnel des étudiants et de les former à un autre métier qui est celui d'analyser les évolutions du social, des politiques sociales. Et puis, ça permet à nos partenaires, eux aussi, de rentrer dans une démarche un peu de mise à distance par rapport à ce qu'ils font. Voilà, donc c'est quelques mots. Alors, en fait, votre formation s'appelle DEIS, Évaluation des politiques publiques, expertise, ingénierie et apprentissage par la recherche. Donc, juste très factuellement, combien de temps dure cette formation? Quel public, c'est pour quel public? Et puis, et finalement, justement, ces cadres du social, est-ce qu'ils peuvent venir travailler dans les établissements qui sont membres de Medicop? Est-ce qu'ils peuvent venir travailler chez Medicop? Quels sont les débouchés finalement auxquels aboutit cette formation? Et puis, à partir de quand est-ce qu'on l'a fait à bac+2, bac+3? Enfin voilà. La particularité, c'est qu'il faut un diplôme du social pour l'intégrer et puis avoir au moins 3 ans d'expérience dans le domaine social. Et donc, généralement, c'est plutôt des travailleurs sociaux qui ont une dizaine d'expériences qui nous rencontrent. C'est une formation qui dure 2 ans et qui est un niveau master, qui est couplé d'ailleurs avec un master de l'UPEC. Et donc, où c'est étroitement articulé par ailleurs aux travaux de recherche que nous, on peut mener dans notre laboratoire qui s'appelle le LIRTES, où on s'intéresse aussi aux transformations des métiers du social et du social en général, des pratiques sociales. Et donc, sur les débouchés, c'est très variable, puisque on va plutôt avoir des gens qui vont s'orienter du côté du montage de projets, c'est-à-dire plus opérationnel, et puis d'autres qui vont plutôt être sur l'analyse et des compétences réflexives que moi je trouve très nécessaires dans nos métiers, quoi. C'est-à-dire très utiles. Bon, et puis après, bien sûr, il y a des gens qui vont avoir des postes de cadre ou de coordinateur plus classiques. Voilà. Très bien. Écoutez, merci de cette présentation sur cette formation. Du coup, écoutez, je crois que maintenant, on va aller dans le vif du sujet avec Massati et Élise, qui vont nous présenter, donc à partir de la commande dont Mathieu Dengler a exposé les fondements, les origines, nous dire un peu comment, effectivement, quelle commande opérationnelle, pour le coup, on vous a passé, et puis comment vous avez procédé. Et voilà, on vous cède la parole pour nous présenter vos travaux. Bonjour, je vous remercie tous de nous avoir invités. Je vais commencer par rappeler rapidement en fait, la commande, la présentation des étudiantes. Nous sommes 4 étudiantes, donc moi-même, Massiati Bamba, Élise de Caillon, Nassera Atou et Férouz Boutard qui sont absentes. Dans le cadre de notre étude de formation, nous sommes amenés à mener une étude de terrain. Cette étude de terrain a pour objectif
la mise en œuvre de nos compétences analytiques et méthodologiques acquises pour concevoir comprendre l'action sociale, l'analyser sur les différentes dimensions des questions sociales, des projets, des dispositifs et des organisations. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons été amenés lors d'une séance plénière avec l'ensemble de la promotion, nous avons pris connaissance de la commande Medicop France. Donc, Alors en fait, je vous prie de m'excuser, mais j'aurais dû déjà vous demander, parce que ça joue et ça conditionne. J'ai expliqué, on a bien vu que c'est une formation donc en alternance pour des professionnels. Peut-être déjà commencer, j'aurais dû vous demander de vous présenter très rapidement, puisque voilà, vous avez aussi des jobs. Et donc du coup, c'est important de resituer le cadre dans lequel vous effectuez aussi cette enquête. Voilà. Merci pour Massati et Elise de vous présenter très rapidement sur ce que vous faites en dehors de vos études. Alors, rapidement, donc du coup, je suis chef de service d'un centre d'hébergement d'urgence. On a Nacera, qui est assistante de service social, et Férouz Boutahar, qui est chargée de recrutement. Bonjour à tous, Élise de Caillon. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille dans un service d'accompagnement vers et dans le logement pour les personnes qui sont reconnues prioritaires d'ALO. Voilà. Donc ça c'est important à resituer, puisqu'effectivement, quand vous parlez, Charlène, de recherche, on n'est pas dans la recherche, je dirais, purement théorique, philosophique. On est d'abord dans un travail, j'imagine, qui est imprégné de votre approche ethnologique et sociologique, j'imagine. Et par ailleurs, effectivement, dans une recherche directement opérationnelle par rapport au vécu des personnes et aux relations, aux interrelations. Donc Massati, je vous ai un peu coupé la parole sur la commande, donc je vous laisse poursuivre. Non, tout simplement pour poursuivre notre choix s'est porté sur Medicop, étant donné qu'on est effectivement issu du domaine sanitaire et social, médico-social. Les représentations, l'idée c'était aussi, on pouvait avoir des représentations sur le travail en intérim de par nos expériences professionnelles. Et Medicop France, la proposition en fait de cette commande, c'était aussi ce qui pouvait nous amener à nous questionner, c'était l'innovation qui était apportée, la question de la relation qui était mise en avant. Donc tout ça nous questionné, nous a fortement intéressés en nous disant pourquoi pas aller sur cette commande et voir ce qui se passe de manière plus approfondie. Très bien. Alors comment vous avez fait? Comment avez-vous procédé? Donc la méthodologie, le terrain, voilà. Alors avant la méthodologie, on voulait reparler un petit peu des objectifs de l'enquête. Alors l'objectif de cette enquête, c'est de mesurer les effets du travail intérimaire tel qu'il est organisé chez Medicop France. Donc déjà, d'un côté, chez les intérimaires, c'est voir les modalités d'accompagnement et de placement des intérimaires, de voir aussi les modalités de fidélisation aussi des intérimaires, et du côté, et en conséquence, les effets sur l'exercice de leur activité professionnelle et in fine, les répercussions sur la relation à l'usager. Voilà, un petit peu du côté des intérimaires, les objectifs de l'enquête qu'on mène encore, puisqu'on est encore en cours d'analyse. Du côté des coopérateurs, c'est de voir le lien qui est noué localement avec les agences, de voir aussi comment se passe l'intégration des intérimaires au sein des établissements, comment s'organise le travail aussi avec les intérimaires au sein des établissements, de voir aussi leur participation en tant que coopérateur chez Medicop France, et de voir si le modèle de coopérative apporte, on va dire, une plus-value au niveau du service. Très bien, les objectifs sont clairement exposés. Et donc, effectivement, du coup, sur la méthodologie. Alors pardon, j'ai pas l'habitude. Alors, du coup, pour la méthodologie, nous avons articulé nos travaux sur deux grandes étapes.
La première, c'était la phase d'exploration de la commande, donc qui s'est traduite par une rencontre avec nos interlocuteurs Medicop, du coup la direction de Medicop sur deux rendez-vous qui nous ont permis, deux entretiens, pardon, qui nous ont permis d'en savoir davantage sur le groupe Medicop, sur leurs attentes autour de cette commande et préciser le contenu des objectifs ainsi que la faisabilité de cette commande. Donc, à l'issue de ces deux réunions, on a pu dresser une liste de nos besoins, à savoir l'édition d'un rétro-planning, une note de cadrage et le recueil de données de données qui étaient nécessaires justement pour mener à bien nos travaux. Donc, dans un second temps, on est passé sur une phase en fait sur la méthodologie et le plan d'enquête avec sa mise en œuvre. Donc c'est à partir de ce moment-là où du coup on a pu statuer sur le type d'entretien qu'on souhaitait réaliser, toujours en lien avec nos interlocuteurs Medicop. Il faut savoir que dans chacune de nos étapes, il y a eu des allers-retours aussi, pas mal d'échanges pour qu'on puisse voir si... En fait, vous n'aviez pas 2 publics intérimaires coopérateurs, vous en aviez en réalité 4, avec donc d'une part les responsables d'agence Medicop et d'autre part les chargés de recrutement. C'est ça. Et je tiens juste aussi, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, on a monsieur Clément Jérôme, notre guidant, qui nous a accompagnés sur l'ensemble de nos travaux et qui nous permet aussi de valider chacune de nos étapes. Donc on tient à le remercier, c'est vrai qu'il est absent aussi aujourd'hui, mais il fait aussi partie de cette étude de terrain, de ce travail qu'on a pu mener à bien, enfin on l'espère. Donc du coup pour les intérimaires, donc on a eu une diversité en fait de profils au niveau des intérimaires. C'est vrai que c'est un public très hétérogène. Donc que ce soit dans les expériences professionnelles ou dans le choix aussi, on en parlera un peu plus de manière un peu plus approfondie. Des coopérateurs, une diversité aussi au niveau de leur expérience professionnelle, des établissements. Et idem pour ce qui concerne les responsables d'agence et les chargés de recrutement. On a pu mener cette enquête dans des zones à la fois rurales et urbaines, c'est-à-dire qu'en région parisienne, à Paris, Angoulême et à Valence. Donc pour la localisation. Et pour ce qui concerne je vais laisser peut-être la parole après à Élise par rapport à la suite de la méthodologie, plus au niveau de la lecture. Ah oui, au niveau oui, alors on s'est appuyé aussi sur des lectures par rapport à l'enquête pour étayer nos analyses. Donc on s'est appuyé sur les travaux de Dominique Gleeman, qui est professeur des universités émérite en sociologie et chercheur au centre Pierre Naville à l'université d'Évry, et qui a travaillé particulièrement sur les mutations du travail et notamment l'intérim. Alors, ces études, elles portent notamment sur le choix, le recours à l'intérim pour les travailleurs. Donc, de manière générale, l'intérim, les travailleurs vont se tourner vers l'intérim pour plusieurs raisons. Alors, dans ces études, il va faire ressortir qu'il y a des choix autonomes. Donc, c'est une volonté propre aux individus de se tourner vers l'intérim. Donc, on va être sur à peu près 10% de choix autonomes. Il y a des choix aussi qu'on appelle utilitaristes. Donc là, c'est précisément pour trouver un emploi. Hein. Donc là, à peu près, les chiffres, ils sont à peu près à 20%. Des choix de contingent, donc ça va servir pour servir de changer d'emploi, de tremplin. Donc là, on va être sur 35% des personnes qui vont choisir l'intérim en choix de contingent et 35% aussi de choix d'intérim de non-choix, c'est-à-dire que juste... il n'y a pas le choix d'avoir recours à l'intérim pour avoir des revenus, par exemple. Contingent, c'est-à-dire en fait accessoire, hein, en fait, voilà. Quelque part entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et puis, il a aussi étudié les déterminants en fait du choix de l'intérim. Pourquoi on devient intérimaire, pourquoi on est intérimaire. Donc, les choix vont s'axer principalement, là on est sur l'intérim de manière générale, sur la liberté au niveau du travail. Il n'y a pas d'engagement, un intérimaire peut refuser une mission. Il y a une gestion plus libre de l'emploi du temps.
Et il y a aussi la mobilité au niveau des emplois, alors qui peut être perçu comme une dynamique dans le parcours professionnel, dans le fait de se réadapter à chaque fois à un emploi différent. Mais dans l'étude aussi qui peut amener, c'est aussi tempéré, puisqu'il y a aussi cette critique où cette mobilité, des fois, fatigue et puis demande aussi de se réadapter à chaque fois à un emploi différent. Donc, c'est un petit peu tempéré par ces autres études. On s'est appuyé également, on a été rechercher plus particulièrement les pratiques RH dans l'économie sociale et solidaire pour voir si elles avaient une particularité, et elles en ont. On s'est appuyé sur les travaux d'Yvan Barel, qui est également sociologue, et qui a étudié les pratiques RH, et plus particulièrement en coopérative. Alors, pas que la coopérative intérim, il y a d'autres coopératives. Et la particularité des pratiques RH dans les coopératives, c'est vraiment d'apporter un soin particulier au recrutement et un lien de proximité, on va dire, avec les travailleurs. Voilà, dans ces études au niveau d'Yvan Barel, c'est ça qui va remettre en point fort. Par contre, il va nuancer le fait que si les entreprises, si les coopératives grandissent, il y a une perte de ces valeurs, et il n'y a plus de sens après pour les travailleurs. Il y a une perte de sens et une surcharge aussi du travail qui se fait sentir aussi pour les travailleurs à ce moment-là. Voilà. Et en dernier point, on a aussi soulevé l'esprit familial et les régulations informelles. Là, on passe sur d'autres études. Donc, je reprends parce que je ne les connais pas tous par cœur. C'est Fanny Darbus, qui est maîtresse de conférences en sociologie et chercheuse au Centre nantais de sociologie, qui a travaillé effectivement sur aussi l'économie sociale et solidaire. Donc là, ses études portent sur cet esprit de famille et la communication, la régulation informelle. Donc on est sur ce type de communication parce qu'elles sont garantes d'un rapport de travail pacifié. On est un petit peu éloigné des outils un petit peu plus associés au conflit qu'on verrait plus dans des entreprises classiques. Donc on est sur ce type de communication qui va être plus familiale et plus de proximité, en fait, où les problèmes vont se régler de manière vraiment plus informelle. Ça, c'est vraiment propre à l'économie sociale et solidaire aussi. Voilà. Ensuite, on peut passer... Je retiens surtout qu'effectivement, l'ESS globalement et les coopératives en particulier ont cette valeur ajoutée de proximité. Voilà. C'est vraiment ce qui ressort des travaux des personnes que vous avez citées. Juste sur les profils des personnes, est-ce que justement ce qu'évoquait Madame la Présidente au début, sur l'évolution de la pyramide des âges, dans les gens que vous avez été voir et interroger, dans les profils des intérimaires, vous avez vu donc des profils diversifiés, également en tranche d'âge, précisément ? Oui. Ce que je retiens aussi, peut-être effectivement, et Charlène Charles avait bien le redira, j'imagine, dans les travaux qu'elle avait conduits auparavant, c'est cette typologie. En fait, on n'a pas des intérimaires, on a effectivement des profils d'intérimaires avec des besoins très différents, et on y reviendra sur cette dualité entre liberté et précarité, voilà, avec donc les enjeux que ça pose, que vous avez un peu exposés. Mais est-ce qu'en tranche d'âge également, par rapport à cette pyramide des âges, vous avez vu des gens plutôt jeunes, plutôt âgés, plutôt les deux Non, pas particulièrement. C'était assez mixte. Après, on n'a pas non plus de personnes, si on peut dire, âgées, entre guillemets, parce que bon, maintenant, c'est quand même... Bon, je fais mon mémoire sur les vieux, donc je vais nuancer le propos. Mais non, il n'y a pas... Non, c'était assez divers. Parce qu'on dit souvent que le rapport au travail des générations mûres ou plus mûres n'est plus le même que les générations de maintenant. Et je ne sais pas si vous avez pu constater ça également dans votre terrain. On a rencontré de jeunes professionnels, donc sortant de jeunes diplômés, comme des personnes qui étaient à la retraite et qui, du coup, avaient fait le choix de revenir vers l'emploi. Donc vraiment, c'était assez... au niveau des âges, on a vraiment rencontré tout type de Très bien. tranche d'âge. Donc, on sait maintenant comment vous avez procédé, on sait maintenant un peu la synthèse de vos travaux académiques, et maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats que vous nous dévoilez en avant-première ? Alors, les premiers éléments d'observation chez les intérimaires. Alors, ce qu'on a pu relever sur les 3 agences,
C'est vraiment la question du suivi personnalisé et l'accueil familial. Ça a été sur les 3 agences, ça a été noté, dans les enquêtes chez les intérimaires. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par, une connaissance des intérimaires, c'est-à-dire par la connaissance de leur profil, la connaissance de leur qualification, ce qui leur fait ressentir, voilà, cet esprit familial aussi au niveau des agences, dans la communication avec les agences. Il y a un soin particulier qui est aussi mis au niveau des agences, c'est aussi sur le fait de savoir pourquoi les intérimaires refusent aussi certaines missions. Ça, c'est un point qui a été cité. En comparaison avec les agences d'intérim classiques qui ne demandent pas ce genre de détails, hein, de toute façon. Le fait est aussi que chez Medicop, les refus ne sont pas sanctionnés. C'est ce qui aussi a été soulevé par les intérimaires. Donc, une écoute de l'intérimaire par rapport à ses propres Voilà, cursus et on est vraiment parcours. dans une proximité relationnelle. Il y a un respect aussi des disponibilités des intérimaires. Donc là, il y a vraiment une qualité au niveau du travail, et ce qui permet un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, d'où la fidélité des intérimaires à Medicop. En clair, chez Medicop France, un intérimaire, ce n'est pas un mercenaire, c'est ça? Oui. Ok, maintenant, tout n'est pas tout rose, d'après ce que j'ai compris. Alors non, il y a des axes d'amélioration. Donc, comme dans le travail intérimaire, de manière générale, les intérimaires font face à ce qu'on appelle le sale boulot. C'est étudié en sociologie, Dominique Gleeman aussi le travail. C'est-à-dire que les permanents vont donner les tâches ingrates aux intérimaires. Donc là, ça pose aussi des difficultés en termes de travail. L'accueil aussi, des fois, qui ne peut pas non plus être très chaleureux entre les permanents et les intérimaires. Donc là, il y a une distinction qui va se faire et qui peut être plus ou moins mal vécue. Ensuite, on a aussi des intérimaires qui vont citer aussi des établissements où le turnover important d'intérimaires fait que les permanents ne souhaitent plus travailler avec les intérimaires. Et quand les intérimaires arrivent, il n'y a plus de tuilage. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les consignes. Ils arrivent et ils se mettent directement au travail. Donc là, ça peut poser aussi un peu, aller plus loin peut-être dans la réflexion, mais au niveau de la relation aux usagers ou les consignes qui sont à prendre en compte, là, il y a une rupture. Effectivement. Et vous parlez d'établissement Verdun, qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça, c'était les propos, c'est une verbatim, comme on dit, des propos d'un intérimaire concernant ces établissements où le turnover est important et où le tuilage n'existe plus. Donc, il les nomme ainsi. On appelle ça comme ça, très bien. Enfin, en tout cas, la personne, c'était une Les personne. intérimaires. Ok, très bien. Alors ça, c'est côté intérimaire. Et donc, côté coopérateur, il y a aussi des conclusions. Ah ben oui, ça marche mieux avec la zapette. Voilà. Donc, du coup, même chose, des points positifs et moins positifs, c'est ça? Alors, il faut savoir qu'on a rencontré les 3 coopérateurs en avril dernier. Donc, nous sommes encore dans l'analyse des données recueillies. On finalisera en fait toutes nos analyses courant juillet, étant donné que nos travaux seront finis courant octobre. Donc, on a rencontré 3 coopérateurs qui étaient tous, pour les points positifs, satisfaits du coup de la mise à disposition du personnel. Ils ont tous aussi, à l'unanimité, relevé le fait que la relation de proximité était un atout. Donc on retrouve, c'est vrai qu'on le retrouve au niveau des intérimaires, mais on a plus ou moins un discours qui est homogène sur la qualité de la collaboration avec Medicop, avec les différents interlocuteurs, que ce soit au niveau des intérimaires et en réalité et des coopérateurs. J'ai M. Chekir qui... du coup, pour les points négatifs,
On est simplement, c'est vrai que dans les 3 coopérateurs qu'on a été amenés à rencontrer, comme j'expliquais, au niveau de la localisation, on est à la fois sur des zones urbaines et des zones rurales. Du coup, certains regrettaient le fait qu'il ne puisse pas en fait y avoir des initiatives vraiment entre coopérateurs pour pouvoir se rencontrer et pouvoir échanger, évoquer des problématiques qui peuvent être propres en fonction du territoire de localisation, enfin où il Ok, se situe. donc un petit message pour la direction de Medicop France, faciliter effectivement les échanges entre coopérateurs, échange de pratiques. Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est pour la oui, voilà. Enfin, on est justement, comme je vous disais, voilà, on est vraiment dans l'analyse là des données et ce qui est quand même important à souligner, c'est que c'est vrai, enfin, les coopérateurs enfin, l'un des coopérateurs que nous avons été amenés à rencontrer parlait vraiment là du travail vraiment qui pouvait être initié entre coopérateurs. Donc alors peut-être qu'effectivement la direction de Medicop a quelque chose à jouer sur ce point-là, mais c'est vraiment ce qui peut être initié par les coopérateurs aussi eux-mêmes. Mais précisément par rapport à cette question d'échange qui bon, ben, peuvent ou ne peuvent pas se faire, c'est-à-dire que parfois, voilà, on est pris, voilà. Est-ce que vous, justement, vous l'avez un peu mentionné, quelle différence entre Angoulême, Valence, Paris, avez-vous observé à la fois des points de convergence évidents et des points de divergence sur la perception des personnes que vous avez vues? Alors, les points de... Enfin, c'est un peu compliqué là de tout de suite de vous faire... Trop tôt, c'est un peu tôt. Voilà, c'est un peu C'est tôt c'est un là peu pour tôt. le coup pour enfin vraiment de manière approfondie vous en dire quelque chose. C'est vrai que c'est vraiment ça se situe au niveau de la localisation. C'est pas forcément là les mêmes attentes qu'on soit en fait à Paris ou qu'on se situe du coup à Angoulême ou à Valence. Oui, alors avec le premier clivage urbain-rural que C'est vous ça, avez évoqué, qui c'est ça. change Et les évidemment beaucoup la besoins donne, aussi, les besoins aussi en termes d'intérimaires vont évidemment. pas ressentir de la même manière. Évidemment. Donc, par exemple, alors donc du coup maintenant, ben, merci beaucoup, mesdames, Merci à vous. mesdemoiselles. Effectivement, ben, maintenant, on va avoir l'avis des personnes directement concernées. Donc, Manon Lévesque, vous êtes dans le milieu urbain puisque vous avez la responsabilité de l'agence de Paris. Et donc, vous allez juste déjà nous présenter un petit peu votre agence, hein, le périmètre géographique, les métiers que vous accompagnez dans les établissements, les profils éventuellement, l'aspect quantitatif aussi qui n'est pas neutre et qui a été évoqué dans l'enquête qui est faite. Et puis, nous dire un peu l'intérêt pour vous du projet et puis donc comment vous avez sélectionné les intérimaires qui ont participé à l'étude et puis justement le retour à chaud, votre perception sur le retour à chaud des travaux effectués. Merci. Bonjour à tous. Donc, Manon Lévesque, je suis responsable de l'agence de Paris depuis bientôt 2 ans. L'agence de Paris est composée de 2 chargés de recrutement issus du secteur des ressources humaines. Comme ça a été dit précédemment par les étudiantes, l'étude de terrain a concerné 3 agences, donc l'agence d'Angoulême, Valence et Paris. Donc aujourd'hui, je vais parler au nom de ces 3 agences. Au niveau de l'agence de Paris, on répond aux besoins d'une vingtaine d'établissements actuellement, principalement dans le secteur du handicap et des personnes âgées dépendantes. On a une configuration sensiblement la même que sur l'agence d'Angoulême en termes d'équipe. Par contre, sur l'agence de Valence, c'est une agence avec plus de chargés de recrutement, mais je laisserai Marine Lavaille, du coup, la responsable d'agence, vous présenter son agence lors de la 2e table ronde. Sur Paris, c'est à peu près 120 ETP délégués chaque mois, que ce soit dans Paris intramuros ou plus largement au niveau de l'Île-de-France. Quand on m'a parlé du projet il y a déjà quelques mois maintenant, c'est vrai que ça m'a un peu remémoré mes propres questionnements que je pouvais avoir dans mes anciens postes où j'étais plutôt de l'autre côté de la barrière cette fois-ci et c'est moi qui faisais les demandes d'intérim. Et il y avait déjà cette question de proximité, de relation de confiance qui est nécessaire pour les usagers au quotidien, dans un contexte où l'intérim se développe de plus en plus. C'est vrai que je trouve que le modèle coopératif facilite beaucoup les échanges, la mutualisation des vacataires et l'entraide entre les coopérateurs et l'agence, notamment sur la transmission de candidats, la transmission de CV, ce que je ne connaissais pas du tout avant quand je travaillais avec d'autres agences d'intérim.
Alors, au niveau de la sélection des intérimaires qui ont participé à l'étude, on a décidé de proposer cette étude à des profils variés, que ce soit des agents de soins, des aides-soignants, des éducateurs ou des agents de service intérieur. On a souhaité faire intervenir des intérimaires qui interviennent régulièrement au sein des établissements et depuis un certain temps avec nous. L'objectif, c'était vraiment d'avoir des profils représentatifs des besoins des coopérateurs, des emplois qui sont régulièrement demandés. Alors après, il va y avoir des choses qui vont être un peu, qui vont se redire, enfin, ça va être un peu une redite de ce que vous avez dit, mais à la fin de cette journée, on a fait un retour à chaud avec les intérimaires présents. Et il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Donc la première, c'est la connaissance fine des intérimaires par les équipes Medicop France, la relation de confiance, la proximité, qu'elle soit physique ou téléphonique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir les intérimaires régulièrement, mais on les a très régulièrement au téléphone, voire tous les jours, pour des questions de planning, des questions voilà, au quotidien. Si je peux faire un petit focus sur l'agence de Paris, on a eu une organisation un peu particulière lors de l'ouverture, puisqu'on a été hébergé chez un coopérateur qui n'est pas très loin. Et je pense que sincèrement, ça nous a aussi permis de renforcer les liens, que ce soit avec les intérimaires qu'avec les établissements. Un deuxième point qui est ressorti, c'est la place de l'intérimaire et son statut en tant qu'intérimaire au sein des établissements. Il se dit parfois assimiler un salarié permanent et faire vraiment partie de l'équipe avec les titulaires, même de la part des usagers qui le considèrent comme un salarié permanent. Et certains se sentent faire partie aussi bien de l'équipe Medicop France que de l'équipe élargie de l'établissement. Après, pour rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi parfois une difficulté en tant qu'intérimaire à trouver le juste positionnement ou la légitimité en tant qu'intérimaire auprès des titulaires. Que ce soit pour les 3 agences, donc Angoulême, Valence ou Paris, on n'a eu que des retours positifs des intérimaires. Ils ont vraiment apprécié le fait de se retrouver, d'échanger sur leurs pratiques, leur quotidien. Et on a vraiment senti une solidarité et la notion de tutorat est même ressortie pour les nouveaux arrivants, une notion de bienveillance quand il y a un nouvel intérimaire qui intervient au sein d'un établissement, c'est se mettre à la place de lui, se mettre à sa place, pardon. Et à la fin de cette journée, on a vraiment ressenti le besoin pour les intérimaires de réitérer et de reprogrammer ce moment d'échange, que ce soit sur des échanges de pratiques, des conseils, sur les postures à tenir ou sur l'intégration pour un nouvel intérimaire. Et c'est dans cette lignée qu'on a prévu un prochain échange à Paris en septembre prochain. Super, formidable. Merci Manon. Écoutez, moi je retiens en tout cas de votre témoignage deux choses. D'une part, on a beau être en milieu urbain, on peut créer de la proximité. L'anonymat n'est pas propre à l'urbain, donc ça c'est plutôt encourageant. Et deuxième chose, effectivement, ce côté dedans ou dehors. D'ordinaire, on a les salariés qui sont dedans et les autres qui sont dehors. Et visiblement, chez Medicop, les intérimaires ont un sentiment d'appartenance. Donc, je ne sais pas si on en reparlera avec Charlène tout à l'heure. Donc, c'est ces 2 points que je retiens. Vous avez parlé de la diversité des profils. Est-ce qu'il y a aussi, la diversité en termes de qualification, puisqu'effectivement, la relation qu'on installe avec quelqu'un qui est super qualifié, super formé, etc., c'est évidemment pas la même que sur des personnels qui le sont moins. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette diversité de niveau de qualification au-delà de l'aspect soins, pas soins? Oui, il y a une diversité au niveau de la qualification, mais après, en termes d'échange et en termes d'accompagnement, on accompagne les salariés de la même façon. Des salariés peu qualifiés, on sera plus dans l'accompagnement, dans la proposition de formation. Ouais. Mais on accompagne les salariés de la même façon. Les uns et les autres ont le même besoin d'échange. Oui, tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup Manon. Donc je passe maintenant le témoin
Donc à Adèle Chekir de la Fondation OVE. Donc même chose, Adèle, ce que je vous propose, c'est simplement de présenter un peu qui vous êtes et votre fondation. Bon, même si on en a parlé très très rapidement, mais vous en savez plus que moi. Et puis de poser un peu le contexte. Et puis ensuite, votre politique un peu de recrutement, comment vous travaillez avec l'intérim et pourquoi vous avez décidé de devenir membre de Medicop et de rester durablement membre de Medicop. Et puis, effectivement, vos réactions à chaud sur les premiers résultats qui vous ont été révélés aujourd'hui dans l'enquête de terrain conduite par l'UPEC. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, je suis responsable des ressources humaines au sein de la Fondation OVE. La Fondation OVE, comme vous l'avez dit, est au service de 7000 personnes accompagnées sur toute la France, donc des enfants, des adultes et des seniors en situation de handicap. Nous avons 2200, nous sommes 2200 salariés et une centaine, un peu plus de 110 établissements répartis en région lyonnaise, en Île-de-France, Nantes, Aquitaine également. Notre politique de recrutement, alors au risque de paraître à contresens, nous on privilégie le modèle du CDI. C'est disruptif ça. Parce que post-Covid, effectivement, les rapports au travail de tout le monde ont changé et vous nous dites non, il faut miser sur le CDI. Effectivement, nous, on mise sur le CDI, mais je vais paraître peut-être paradoxal. Notre modèle de service à l'usager ne peut être offert que par des salariés en CDI. Nos usagers recherchent la stabilité dans l'accompagnement au quotidien. Et donc, on est fiers, et on le redit, on est pour le recrutement durable en CDI. Mais, si je suis là... Juste avant le mais, sur ce postulat du CDI, est-ce qu'il n'y a pas l'inconvénient du train-train qui s'installe dans cette stabilité ? Je n'ai pas compris la question. Quand on installe une relation stable dans la durée entre deux personnes, Oui. Vous voyez par exemple si je prends le cas des banques, ils nous changent tous les 3 ans de conseiller. Bon, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Je préfère avoir la relation, comme vous le dites, avec toujours la même personne. Oui. Mais est-ce qu'on a la même problématique transposée dans votre métier ? Oui, parce que dans notre métier, et puis les salariés de ce secteur-là sont attachés au service qu'ils rendent à la personne accompagnée. Quand on est à mon sens, quand on est dans le métier du social, on croit en ce qu'on fait. Et on le fait, ce n'est pas le salaire qui retient la personne, le salarié dans nos établissements, c'est le service et l'utilité sociale qu'il fait. Et je crois que les éducateurs ou les aides-soignants le confirmeront. Et il se trouve que les personnes accompagnées recherchent cette stabilité. Mais les conditions d'exercice de ce métier, avec le temps, il y a des facteurs de pénibilité qui font que la relation durable est difficile. Et puis, les perspectives d'évolution dans ce métier avec le temps sont compliquées. Les salaires sont arrêtés par nos conventions collectives et ils sont financés par nos impôts. Donc, c'est difficile d'entretenir cette relation durable. Mais il y a des gens qui y croient en ce métier-là. Alors, vous allez me dire, j'ai dit mon mais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, mon mais maintenant, on travaille avec Medicop. Oui, on préfère travailler avec on est coopérateur de Medicop, on préfère travailler avec une structure que nous connaissons, avec qui on a quasiment une relation familiale, j'ai entendu, mais on préfère travailler avec des entreprises de travail temporaire avec qui nous avons confiance. Medicop, il y a des choses que vous avez... Important. Le mot confiance, il n'avait pas encore été prononcé, mais effectivement, je pense qu'il est important. Oui, aujourd'hui, nous, on est à la direction des ressources humaines. On peut paraître de temps en temps
normateur, on choisit avec qui on travaille. On choisit et on a demandé à nos 100 établissements de travailler prioritairement avec Medicop, bon, avec 2 autres aussi prestataires. On ne va pas citer les noms, mais on travaille aussi avec 2 autres prestataires. On va dire 2 gros prestataires. 2 autres gros prestataires, parce que le modèle de recrutement en CDI, il est difficile à tenir. Nous avons des positions de principe, on les affiche, mais il y a toujours des absences de dernier moment. Il y a la maladie, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a de l'absence, et on préfère travailler pour combler ces absences-là avec des structures comme Medicop. Il y a de l'intérim chez nous. Il y a par défaut aussi certains établissements qui ne nous suivent pas parce qu'au dernier moment où on cherche un infirmier, eh ben, on passe par une structure commerciale. Alors, par rapport à cette, juste éclaircir pour savoir, vous n'avez pas, voilà, c'est pas le RRH Adel Chekir qui décide de toute la politique de recrutement. Les établissements en local, évidemment, ont leur marge de manœuvre. Et Oui. donc, du coup, c'est un dialogue permanent avec eux pour les encourager à passer. Voilà. Et les inciter. Alors, ça se saurait si les RH pouvaient imposer tout ce qu'elles voulaient faire. Non, c'est pas possible. On encourage nos établissements, on incite nos établissements à travailler avec Medicop et on explique pourquoi, mais on n'est pas suivi à 100%. Ça, on peut pas, surtout si c'est un RH de Paris qui demande à des établissements de travailler avec telle entreprise, il y a toujours tendance, bah non, le RH, il ne connaît pas. Bon, on fait avec. L'intérim avec Medicop nous permet aussi, on est aussi garant de l'égalité de traitement nous, entre salariés intérimaires et salariés en CDI. Quand je travaille avec Manon, je sais que Manon applique comme moi en interne la grille de la Convention 66, on n'a pas le choix. On ne négocie pas les salaires chez nous, malheureusement. On applique des grilles en fonction de l'ancienneté, etc. Je sais qu'avec Manon, elle applique la même grille que moi. Donc, il n'y a pas de concurrence entre le salarié intérimaire d'une structure commerciale qui souvent vient entretenir le mythe qu'un intérimaire est mieux payé qu'un salarié permanent. Et ça, je me bats contre cette idée parce que c'est souvent faux. Si un intérimaire dit qu'il est mieux payé, bon, il a peut-être les 10% de précarité. C'est ça, il y a les 10% de précarité. Mais les ça, 10% voilà. de précarité. Mais si un intérimaire d'une structure commerciale entretient le mythe comme quoi il est mieux payé, c'est que le principe d'égalité de traitement n'est pas respecté. Et ça, je le vois souvent. Je ne le vois pas avec Medicop et c'est une garantie pour moi parce que c'est pas confortable et pour tout le monde, y compris pour le salarié en CDI, d'apprendre que l'intérimaire, c'est vrai, il a une souplesse, mais en plus, il est mieux payé. Donc nous, on aura du mal à tenir notre modèle. Notre modèle, encore une fois, c'est le recrutement en CDI. Voilà. Mais par contre, du coup, Manon, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'offre de personnel intérimaire que vous proposez à OVE, à Fondation OVE, vous n'êtes pas astreinte à la même grille de salaire fixe à laquelle la Fondation OVE, pour les personnels intérimaires, ils n'ont pas les mêmes... Si, justement. Ah ben voilà. Si. Donc vous voulez dire qu'en fait, cette égalité de traitement, elle est plus subie que choisie. Elle est même... c'est quelque chose, c'est un principe. Parce que quand on vient de... Quand on a travaillé dans des EHPAD privés, par exemple, avec des salaires d'infirmiers qui peuvent être équivalents à un salaire d'un directeur, si on va à la course au salaire, si le détachement de cet intérimaire par une structure commerciale qui fait de la marge, la structure commerciale a intérêt à bien payer un intérimaire pour le fidéliser. Mais moi, ça me concurrence. Ça me met le bazar dans un établissement si l'intérimaire dit « mais moi, je suis mieux payé,
je suis mieux payé, je bouge tout le temps, je choisis mes personnes à accompagner. Et ça, c'est difficile à tenir, mais on le subit tous les jours. Oui, parce que typiquement, les grands prestataires dont vous parliez, eux, ne sont pas sur la même logique. Bah oui, parce qu'on a du mal à cadrer avec ces prestataires-là qui sont divers et variés. Hein. Il y en a de partout, des entreprises de travail temporaire. On n'a pas cette façon de cadrer en amont la relation et le contrat de mise à disposition qu'on signe en amont avec l'entreprise de travail temporaire. Alors, quand on a un petit peu échangé pour préparer, c'est vrai que j'avais retenu 3 mots que vous avez réévoqués, en tout cas pour partie. Donc, confiance, proximité, aussi qualitatif. Et donc, dans le comparatif, puisque vous avez le vécu vous-même du travail avec Medicop France et avec donc les autres prestataires de sociétés d'intérim, est-ce que ce sont ces 3 mots qui distinguent la valeur ajoutée du travail proposé par Medicop France? Oui, c'est la relation de proximité, c'est l'échange facile et de proximité. Moi, j'ai le portable de Christian, j'ai le portable de Manon, on s'appelle et sur ces principes-là, je sais qu'on est complètement en phase. On a parlé tout à l'heure des intérimaires qui choisissent l'intérim. Ça nous arrive aussi d'avoir des intérimaires qui passent préalablement par de l'intérim et puis qui sont embauchés en CDI chez nous, chose que ne nous offrent pas les entreprises classiques de travail temporaire. Ce mode de fonctionnement est facturé en général. Moi, quand j'appelle Manon, je lui dis, Manon, voilà, celui-là, il veut travailler peut-être en intérim. Si j'appelle une structure commerciale, elle va me dire, je ne sais pas, 2 000 à 3 000 euros, et puis vous pourrez l'embaucher qu'au bout de 6 mois, si jamais, machin, etc. Et ça, c'est pas... Et autre point que vous m'aviez signalé également, c'est peut-être le fait qu'en fait, les intérimaires qui viennent chez vous, ce sont en fait souvent les mêmes personnes. Vous fidélisez un pool de personnes, c'est ça? J'hésitais, tout à l'heure, j'hésitais à dire que j'hésitais de qualifier les intérimaires d'intérimaires permanents. Et effectivement, il y a des intérimaires qui tournent chez plusieurs coopérateurs et qui reviennent chez nous. On est plusieurs coopérateurs. Il y a nous, Paris 18e, on a nos propres établissements et par exemple sur Paris 18e, Saint-Ouen, etc., c'est les mêmes intérimaires qui reviennent toujours sur des missions de remplacement. On n'a pas d'accroissement temporaire d'activité chez nous. Un accroissement temporaire d'activité, c'est un CDI qu'on n'arrive pas à pourvoir. D'accord, très très bien, merci beaucoup. Écoutez, je pense que maintenant, il est temps de vous passer la parole à vous, la salle, puisque donc, vous avez peut-être des questions, mais peut-être aussi des témoignages complémentaires, puisque nous sommes là pour apprendre ensemble et nous nourrir ensemble des différentes expériences. Donc je ne sais pas si des intérimaires ou des coopérateurs ou des personnels de Medicop France souhaitent compléter les témoignages ou justement peut-être contredire telle ou telle observation. La parole est à vous, il y a un micro, donc est-ce que vous souhaitez solliciter nos étudiantes ou bien nos représentants de Medicop France et de la Fondation OVE? La parole est à vous. Évidemment, le plus difficile, c'est toujours la première question, le premier témoignage. Alors, un micro. Merci, monsieur Bertocchi. Je voudrais revenir sur la méthode de travail. Moi, j'étais interrogateur, et ce n'est pas un reproche, il faut vraiment le prendre en termes de méthode de travail. Il y a 2 acteurs essentiels dans l'intervention, même la nouvelle forme d'intervention médico-sociale. Ce sont les salariés en CDI, parce que leur point de vue, leur regard, et je rappelle, les premiers accueillants des intérimaires, c'est quand même important. Et j'aurais aimé qu'il y ait une confrontation, en tous les cas, quelque chose. Et puis la deuxième, elle est aussi fondamentale, c'est les syndicats. Ce sont 2 acteurs qui donnent un climat social dans une entreprise, dans une association, qui fait que c'est plus ou moins bien accepté. Et je reprends ce que disait M. Abdel Chekir, c'est oui, bien entendu, quand on manage des grosses entités, on donne des consignes, soit on est très directif, soit effectivement on est plus dans le participatif. Il y a des endroits où on ne parle jamais d'intérim dans l'association que je dirige,
puis il y a des endroits où c'est la mort du petit cheval. Et c'est les mêmes établissements, c'est la même nature, et puis il y a 50 km entre les deux. Juste par rapport à ce témoignage, monsieur, juste peut-être vous présenter pour l'enregistrement filmé, peut-être les personnes vous connaissent, mais les gens qui ne regarderont pas forcément, donc peut-être juste donner votre nom, vos fonctions, votre établissement en 2 mots. Ok, Par rapport à Pascal ce témoignage. Bertocchi, je suis directeur général des établissements et services d'une association du Puy-de-Dôme qui œuvre dans les 3 grands secteurs, sanitaire, social et médico-social, qui compte 28 sites d'exploitation et 600 salariés. Donc on est effectivement adhérent à Medicop depuis 2018, après un processus de réflexion et d'intégration entre 2016 et 2018. C'est vraiment une action départementale, puisqu'on est un certain nombre d'associations à s'être mis ensemble à créer cette coopérative. Parce qu'au début, c'était une coopérative, ce n'était pas Medicop France, c'était un autre statut juridique. Et donc, on l'utilise beaucoup. Et bien entendu, on sait que ce n'est pas universel, mais on sait aussi que dans le dialogue social qu'on a dans l'association, l'intérim a mauvaise presse. Déjà au niveau des syndicats, par principe, c'est un dogme. L'intérim, non, c'est l'emploi stable et CDI. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un tout petit peu faussé, c'est que du remplacement larvé et caché dans notre secteur, ça fait 50 ans que ça existe. À un moment, on a probablement été débordé. Dans la fin des années 2015-2020, on a été débordé et il y a eu une solution organisationnelle pointue qui était l'intérim coopératif. Pas l'intérim, ça fait 50 ans qu'il existe aussi. On n'était pas consommateur d'intérim commercial. On est devenu, alors je vais prendre le terme, consommateur d'un intérim coopératif. Alors on est certains à vouloir être acteurs et pas consommateurs. Il n'empêche que dans cette étude, et je ne parle pas de biais d'études, je parle de choix que vous avez faits, vous n'avez pas interrogé des CDI, c'est-à-dire quelle perception ils ont, eux, de l'intérim. En général, à un moment de Noël, ils ont une bonne perception de l'intérim. Moins bien à certains moments. Et puis, les syndicats ont aussi une perception de l'intérim. D'ailleurs, le grand Satan, dans le CSE, Conseil social et économique, le grand Satan, c'est Medicop. L'ensemble des problématiques d'emploi, de raréfaction du personnel, de notre IRTS qui fonctionne mal, du manque de vocation des jeunes, c'est Medicop. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce que, je ne sais pas, M. Chekir, vous voulez réagir et compléter? Alors, sur la perception de l'intérimaire par tel que je vous l'ai présenté et les organisations syndicales, là, on a un point de convergence. Effectivement, les organisations syndicales et les représentants du personnel voient d'un mauvais œil le recours excessif à l'intérim. Mais moi, je ne dirais pas sur Medicop que c'est le grand Satan. Je ne sais pas ce que vous avez. Le grand Satan. Non, c'est pas parce que je suis là. Non, encore une fois, je pense que le modèle coopératif et le modèle solidaire n'est pas le grand Satan, puisque par ma démonstration, j'ai essayé de vous expliquer à la fois que le modèle à privilégier, selon moi, selon nous, c'est le CDI, mais je préfère recourir par exception à de l'intérim solidaire et coopératif que de passer par un intérim de rendement. Et donc, non, il exagérait le terme. Voilà, donc très bien, il y a des points de convergence, mais aussi des différences d'appréciation. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a un autre témoignage ou une question dans la salle, ou peut-être je vais regarder si à l'écran. Je vais peut-être du coup juste compléter parce que pardon, excusez-moi. En fait, forcément, les problématiques RH au niveau des structures, elles sont importantes et donc on a un catalyseur à un moment donné. On a parfois même souvent des échanges avec les responsables des établissements qui nous remontent les difficultés. Donc, c'est pas surprenant que ça puisse apparaître. Finalement, dans un climat social, s'il est déjà un petit peu dégradé, on va être à une composante de ce climat social. En revanche, le climat social, il est plutôt effectivement sain, qu'il y a une politique RH qui est acceptée par l'ensemble des parties prenantes,
que le travail a été fait aussi d'expliquer notre fonctionnement, notre modèle, justement. Hormis les 10% de précarité, effectivement, on applique le conventionnel et donc il y a une équité de traitement. Et donc là, effectivement, c'est contrasté d'une structure à l'autre. Parce que sur des établissements où il y a déjà beaucoup de difficultés et ils ont effectivement des collègues massivement en intérim, ça va venir cristalliser quelque chose. Alors que quand c'est un professionnel, et d'autant plus un peu récurrent, le fameux un peu intérimaire permanent, et même le terme d'intérim, finalement, aujourd'hui, nous, on l'utilise comme un outil juridique, mais on n'est pas une structure de travail temporaire, on n'est pas de l'intérim, on est vraiment un opérateur d'accompagnement à la continuité de service, puisque nos collaborateurs en statut intérimaire, pour le coup, effectivement, ils ont une fidélité, ils interviennent de manière régulière. Donc, voilà, dans certains cas, oui, on a un catalyseur, mais généralement, on n'est pas la cause racine en fait de la difficulté. Cela étant, par rapport à ce que vous dites, monsieur, oui, bien sûr, il y a Massati, oui, allez-y. Alors, c'était juste un petit point. C'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'effectivement, notre étude porte sur les effets du travail de l'intérimaire, mais uniquement du point de vue des intérimaires, et que nous n'avons pas interrogé, vous parliez des acteurs, des salariés en CDI, des syndicats. On n'a pas aussi, on a pris le parti en tout cas de ne pas interroger le public qui bénéficie, qui est accompagné, qui bénéficie aussi de ces services d'accompagnement par les intérimaires. Ça vaudra peut-être le coup de faire une seconde enquête et du coup d'inclure tous ces acteurs. Merci Massati, effectivement, et en tout cas merci de votre témoignage. Y a-t-il d'autres questions ou témoignages? Donc oui, monsieur, je vous passe le micro. Et donc même chose, si vous pouvez vous présenter très rapidement. Bonjour, donc Antoine Trédez, moi je suis un partenaire externe de Medicop France. J'avais une question pour nos sociologues, de savoir si dans leurs travaux, ils avaient réussi à identifier des intérimaires qui auraient pu être chez d'autres prestataires avant d'arriver chez Medicop France. Est-ce que leur parcours au sein de Medicop France a renforcé leur attachement et au secteur dans lequel ils évoluent et à leur statut d'intérimaire? En fait, est-ce qu'ils sont sentis, entre guillemets, plus en sécurité, mieux accompagnés avec plus de missions en étant chez Medicop France? Voilà, je vous remercie. Alors, pour répondre à votre question, les intérimaires ont, de manière générale, une expérience avec l'intérim aussi classique. Le fait de travailler en collaboration avec Medicop, c'est vrai, procure quand même ce qu'on a cité, hein, c'est vraiment cette relation de proximité qui fait qu'il y a un attachement. Et je pense que ça, on est encore en train d'analyser ça, mais ça a aussi une répercussion sur la relation à l'usager, donc qui permet aussi cette fidélisation de l'intérimaire à Medicop France. Voilà, après, ça fait partie des déterminants de l'intérim, des choix de cet intérim. Oui, qui sont multiples. Voilà. Comme ma collègue me souffle les mots. C'est le travail collectif, voilà. Super. Et donc, merci beaucoup. Encore une question ou un témoignage? Oui. Vous arrivez dans l'étude à un moment où les coopératives, il n'y a pas que Medicop, mais les coopératives d'intérim, on va les appeler comme ça, existent et ont pignon sur rue. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'une organisation externalisée des remplaçants, c'est dans un département de l'Allier, petit département, plus spécialement à Montluçon, où 2-3 associations se sont regroupées pour commencer, parce qu'il commençait à y avoir une forme de désertification des travailleurs sociaux, on commençait à se regrouper parce que l'intérim, et je vais dire un gros mot, appel médical, manpower et compagnie, ne nous fournissait absolument pas de professionnels du médico-social ou même du social, de protection de l'enfance, CHRS et compagnie. Est-ce que dans l'étude, est-ce que vous avez un peu creusé sur un plan historique, comment ça se fait que ça n'a pas marché, ces groupements d'employeurs? Et comment ça se fait qu'en fin de compte, c'est plutôt l'intérim coopératif qui a explosé, je vais dire, en 2018-2020. Ça a balbutié en 2014, quand ça s'est lancé. En 2016, ils ont été référencés par une centrale de référencement importante qui s'appelle Unader, qui fait aujourd'hui 200 millions de chiffre d'affaires. Et puis en 2018,
et je dis avant le Covid. En 2018, il y a eu pignon sur rue. Medicop a été copié, recopié. Mais il n'y avait pas que aussi qui s'était lancé parce qu'il y en avait d'autres endroits où ça marchait. Mais comment ça se fait que ça soit cette forme-là, à votre avis, qui ait eu pignon sur rue? Parce qu'aujourd'hui, les groupements d'employeurs faisant des remplacements, ben, j'en entends plus parler. Alors peut-être juste déjà, Intéressant. quand on est copié déjà, c'est qu'a priori on est bon. Donc ça, c'est quand même, pour nous, en interne, une source de satisfaction, c'est qu'effectivement, le modèle, il est copié, donc il fonctionne. En revanche, bah, voilà, il faut savoir le pratiquer. Et donc, certains qui ne copient n'arrivent pas forcément à avoir les mêmes résultats. Et là, voilà, c'est le travail historique, les valeurs qui sont je dirais, qui perdurent et puis qui sont transmises j'allais dire de génération en génération de chargés de recrutement. Mais en 10 ans, c'est quand même une histoire qui s'est écrite. Et puis, il y a un vrai changement, c'est-à-dire que la mutualisation, à l'époque, il y a 10 ans, il y avait des salariés non permanents qui existaient, mais il n'y en a plus. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un métier autre. C'est aussi créer des vocations. On parlait tout à l'heure sur l'Assemblée générale de 600 CDI chaque année depuis 3 ans, c'est notre tendance, donc de professionnels qui ont fait des missions temporaires chez nous et qui finalement prennent un poste en CDI. Il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre, il faut les accompagner. Ce sera aussi l'occasion de la table ronde numéro 2. On a eu 200 000 visites sur notre site carrière l'année dernière, donc 200 000 personnes qui sont venues voir ce que l'on pouvait proposer, 15 000 candidatures. Alors certes, ce n'est pas des gens qui correspondent à 100% au cahier des charges attendu des établissements, mais ce sont des personnes qui veulent travailler. Et c'est cette capacité à aller sourcer, hein, c'est notre terme technique, à aller chercher des personnes qui nous différencient en fait de ces acteurs-là, parce que je dirais le contexte a changé, il va être de plus en plus compliqué. On l'a aussi évoqué tout à l'heure, les 50 000 postes vacants aujourd'hui, 200 000 à l'horizon de 2030 avec les départs à la retraite. Et donc, il faut faire autre chose. Ce n'est pas juste de la mise en relation, c'est de la mise en relation, mais c'est aussi innover, apporter de nouvelles façons d'aller rencontrer des candidats. Et voilà, ça c'est tous nos travaux de recherche et développement un peu sur lesquels on travaille. Et tous les travaux justement de l'UPEC viendront nous nourrir sur des approches différentes pour aller rencontrer ces candidats et les faire du coup rencontrer les établissements. Vous me faites penser à quelque chose qu'on ne fait pas assez. C'est il y a beaucoup d'enseignes privées qui montent en ce moment, qui détachent des salariés en situation de handicap auprès des entreprises. Je pense que ce modèle éthique, on a tout intérêt à nous rapprocher sur des métiers peut-être pas où c'est physique. On a tout intérêt à aller vers les intérimaires qui sont éloignés du marché de l'emploi aujourd'hui et qui sont aussi en situation de handicap. Et j'ai lu beaucoup sur les entreprises adaptées de travail temporaire et c'est quelque chose que je vous suggère peut-être à l'avenir. Merci, je vais rebondir. Et puis justement, en plus, Manon peut en témoigner, on a fait une expérimentation il n'y a pas longtemps. On a participé à un job dating avec la Fédération Handisport, spécifiquement là-dessus. Donc on a eu effectivement un certain nombre de professionnels diplômés, qualifiés, des infirmiers, enfin même un médecin, un certain nombre de profils. Après, c'est justement tout l'enjeu de la médiation dont on parlera après, c'est d'arriver à intégrer, c'est pas le bon terme, en tout cas à faire en sorte que ces profils qui ont, encore une fois, un parcours parfois un peu différent, puissent aussi être intégrés au sein des établissements dans des contextes parfois un petit peu d'urgence où le remplacement fait qu'on n'a peut-être pas le temps aussi d'accompagner, de prendre un peu plus de temps, de réfléchir à l'adaptation du poste, à la segmentation des différentes tâches pour tenir compte de la difficulté que le professionnel a. Il y a d'autres aussi catégories de la population qui sont aujourd'hui un peu mises de côté au niveau de l'emploi, qui pourraient tout à fait répondre aux besoins. Et donc, c'est pour ça que le travail de coopération sur le territoire en plus grande proximité est excessivement important. Et donc, voilà, on va travailler à cette coopération plus forte. Et j'ai bien aimé tout à l'heure le retour du coopérateur qui soulignait la nécessité de travailler entre eux, même si nous, on sera juste qu'un catalyseur, on sera la mise en relation. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de leviers qui n'ont pas été explorés. Et c'est en ça où notre histoire fait qu'on essaie d'avoir toujours des idées nouvelles. Et donc, ceux qui copient sont toujours derrière. Donc, voilà. Non, vous avez raison. Un peu certains de nos secrets, mais on a des choses dans les tuyaux. Alors, je crois, Patrick, qu'il y a une question en ligne, mais je ne l'ai pas sur mon écran. Donc, voilà. Oui, si tu veux le... Alors, une question de Brigitte Baldelli. Dans une période où le travail social se fait à flux tendu et où l'intérim solidaire apporte des réponses, ne faudrait-il pas s'interroger sur comment les associations gestionnaires facilitent l'insertion des intérimaires
afin d'avoir moins de représentation négative sur les salariés intérimaires? Quelle est la co-construction possible entre les employeurs, leurs équipes et les intérimaires pour un climat social facilitant? Alors, quelqu'un, Véronique Fleury, veut réagir et répondre peut-être aussi à Brigitte Baldelli. Alors, je pense que... Merci de sa question. Je pense que Brigitte Baldelli est en ligne et nous entend. Je la remercie bien évidemment. C'est quelqu'un qui fait partie de notre environnement. C'est une sociologue. Et j'ai envie de dire à Brigitte, attends la table ronde numéro 2. Parce que ça va répondre complètement à ta problématique et à la perspective patiente. Et la table ronde numéro 2 arrive. Quel sens du teasing. Merci Madame la Présidente. Eh bien, par contre, je passe la parole maintenant. En tout cas, merci à vous toutes et tous sur vos contributions. Charlène, donc vous, alors d'abord, vous avez, je crois, une carrière professionnelle en tant qu'éducatrice. Donc vous savez ce que c'est que d'être éducatrice, vous l'avez vécu. Et puis maintenant, vous avez accompli un travail donc très important sur le travail précaire et intérimaire en tout cas. Je ne sais pas forcément précaire, vous allez nous le dire. Et puis, donc, mais dans le secteur de l'aide à l'enfance. Voilà. Donc ce qui vous a amené à publier donc une thèse et puis un ouvrage, Tensions et émotions dans le travail social précaire, une sociologie des éducateurs et éducatrices dans les foyers, sous-titre, une sociologie des éducateurs et éducatrices dans les foyers pour enfants. Donc j'ai envie de vous demander, eh bien, donc, qu'est-ce que vous avez comme regard sur le contexte de l'intérim dans le social ces 20 dernières années et en quoi les résultats de ces travaux interpellent-ils donc ce que votre propre vécu, expérience, enfin voilà, comment tout ça s'interface et qu'est-ce que vous voyez comme point de mise en perspective? Alors, c'est vrai que donc moi, j'étais éducatrice spécialisée au foyer et j'ai commencé un travail de thèse. Alors, c'est drôle parce qu'en même temps que la création de Medicop est confrontée à cette question à la fois du turnover et du recours aux intérimaires dans les foyers. Et effectivement, en me posant, bon, avec mon regard d'éducatrice, en me posant cette question un peu critique, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à faire, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et puis aussi avec une question plus sociologique qui était de dire, mais enfin, il y a plein de CDI partout, comment ça se fait qu'on est obligé d'avoir recours à du travail alors précaire au sens où effectivement c'est de l'emploi précaire en tout cas. Et donc c'est vrai que j'ai commencé une thèse à ce moment-là en essayant de répondre à plusieurs questions. Quelle était la fonction de l'intérim dans le champ du travail social? Pourquoi des intérimaires existaient parmi des travailleurs sociaux? Et puis, qu'est-ce que ça pouvait produire en termes de conséquences sur le travail relationnel? Et donc là, c'est vrai que c'est ce que je trouve intéressant là, dans les discussions qu'il y a eu aujourd'hui, c'est parce que bon, c'était en 2015, donc ça commence quand même à faire 10 ans ce terrain. L'intérim existait depuis 15 ans. Il y avait tout juste le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur social parmi les agences d'intérim, parce qu'il y a eu longtemps un marché monopolisé par une seule agence, etc. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un contexte très différent. Donc je suis agréablement surprise de voir comment aussi les acteurs se sont saisis finalement de moi ce que j'avais repéré, qui était en suspendant le regard un peu critique sur la question de l'intérim, de comprendre très vite qu'en fait ça devenait une nécessité, un incontournable pour le travail social, quand bien même on ne voulait pas y avoir recours, quand bien même les directeurs ne voulaient pas y avoir recours, c'était impossible de fonctionner sans l'intérim. Et donc, de prendre là, enfin, ce que je vois aujourd'hui, de prendre cette réalité-là, bon, qu'est-ce qu'elle est, mais malgré tout, de fait, elle est là, et d'essayer de l'améliorer, je trouve ça vraiment intéressant dans la démarche. Alors après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on racontait, à ce qu'a travaillé le groupe de l'étude de terrain, il y a des permanences. Alors je pense notamment dans les profils intérimaires, dans la diversité des profils, dans la fonction que ça peut avoir dans la carrière et dans la trajectoire de décider d'être intérimaire et le fait que c'est toujours pas de l'intérim subi, parce qu'effectivement le marché de l'emploi est très favorable. Au sens où c'est facile de trouver un emploi permanent dans le travail social quand on a un diplôme de travailleur social. De ce point de vue, pouvez-vous rappeler justement cette typologie que vous avez établie dans votre travail au niveau des profils d'intérimaires? Il y a 3 ou 4 profils d'intérimaires bien identifiés. Oui, alors très rapidement, c'est vrai que l'objet de mon travail de thèse, ça a été de dire quand même, eux,
ils font de l'intérim et que voilà, ils ont une stratégie aussi par rapport à leur carrière. Et il y avait à la fois de l'intérim d'insertion, c'est-à-dire des gens qui veulent apprendre, qui veulent avoir une sorte d'ascension, voilà, en plein professionnel. Un tremplin professionnel. De l'intérim aussi, plutôt de régulation. De prendre un peu de se réguler émotionnellement, de gagner mieux sa vie, de trouver des meilleures conditions de travail, donc un peu de l'intérim de confort, je ne vais pas appeler comme ça. Il y a des gens que vous avez pointé comme quoi effectivement c'est un peu pesant la structure d'être à 100% dedans, et donc ils sont mieux en intérimaire que de subir le poids de la structure, c'est ça? Non, c'était pas. Oui, et puis avec en plus cette idée de ça me permettrait en tant que professionnel de mieux réaliser mon travail puisque mes conditions de travail seraient plus favorables pour moi. J'aurais la possibilité de me distancier du terrain, donc de me reposer, de me ressaisir aussi, et puis pour mieux y retourner, quoi. Donc ça m'a vraiment surprise au sens, voilà, avec les préjugés qu'on peut avoir avant de faire une recherche. Et puis après, oui, peut-être un intérim, voilà, de gens qui ont aussi une très longue expérience et qui ont envie de retrouver une forme d'autonomie du travail, c'est-à-dire ras-le-bol de nous dire ce qu'on doit faire, voilà, retrouver quelque chose de vivant, quoi, dans leur travail aussi. Donc c'était voilà, surprenant, quoi. Enfin, c'est le propre de la recherche par ailleurs, mais Très bien, oui, oui. Et donc, du coup, par rapport à l'intérim dans le médico-social et au terrain qui a été accompli, est-ce que vous voyez des parallèles ou au contraire des points de différence? Alors, sur ce volet-là, pour moi, il y a une certaine une permanence aussi dans la difficulté d'intégration dans les équipes, parce que c'est vrai que ça déstabilise le travail des permanents. Et donc ces frictions ont été relevées de nouveau. Et effectivement, là, il y a sans doute quelque chose voilà, à travailler parce qu'en fait, c'est pas simplement voilà, c'est une précarité de l'emploi, enfin, même s'ils sont pas vraiment précaires, parce qu'on voit qu'ils ont des stratégies pour être un peu stabilisés malgré le statut d'intérimaire, mais qui viennent déstabiliser quand même les collectifs de travail. Donc le travail, la manière dont on se transmet les informations, comment ça peut produire des concurrences, des distinctions même si vous pratiquez pas les distinctions de salaire, mais en tout cas, ça rejoue, voilà. Mais après, bon, ça, c'était dans les permanences, mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand même tout ce qui a été retravaillé, justement, autour de redonner, comment dire, du social, c'est-à-dire savoir bien accueillir les gens, c'est convivial, on les connaît, on connaît leurs prénoms, parce que moi, c'est ça que j'avais relevé, c'est-à-dire que les intérimaires, d'ailleurs, on a fait comme ça aujourd'hui, mais dans les structures, ils sont appelés, voilà, c'est les intérimaires, ou c'est le nom de l'agence d'intérim, ils n'ont pas de prénom. Et donc, c'est ça qui m'a frappée là, dans ce qu'ont produit les étudiantes, c'est de dire, là, ce truc-là est travaillé, donc on remet du social, mais à l'endroit de l'accompagnement des salariés, qui me semble vraiment essentiel pour justement voir comment, après, il faudrait aller voir comment ça se passe dans le travail social, enfin, concrètement dans le rapport aux usagers, mais à un endroit, ces intérimaires, ils sont considérés, c'est-à-dire qu'on connaît leur prénom, on connaît leur trajectoire, même sur la question des temporalités. Moi, ce que j'avais montré dans mon travail de thèse, c'est que, en fait, ils sont plus libres que les salariés. En même temps, ils ont une disponibilité temporelle qui n'a pas de limite, puisqu'ils doivent se rendre disponibles tout le temps. Et donc là, de dire, nous, en tant que coopérative, on prend en considération la temporalité singulière, la manière. Et là, moi, je crois qu'il y a un enjeu aussi fondamental, parce que c'est ça que recherchent justement les travailleurs sociaux, enfin, qu'il y a un enjeu vraiment très important autour de ça. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, oui, voilà, peut-être que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression quand même que pour répondre à l'autre question, que ça contribue déjà en tant que tel à produire un contexte là qui est pas dégradant pour eux, et donc qui sans doute aussi contribue à valoriser et à revaloriser le regard qu'on peut avoir sur l'intérim, quoi. En fait, et alors, bon, j'ai retenu pas mal de verbatim très intéressants dans vos travaux, en tout cas le peu que j'ai lu, j'ai pas tout lu, je le cache pas. Mais sur l'aspect plus optimiste, vous dites finalement les statuts d'emploi marginaux ou atypiques, donc sous-entendu l'intérim, peuvent permettre d'instaurer, ça c'est pour l'aide à l'enfance, des systèmes de solidarité renouvelés à l'interstice et aux marges des structures sociales. Les éducateurs inventent dans la clandestinité des formes de liens et des pratiques en proximité avec les jeunes et dans la sollicitude, résistant silencieusement aux normes de distanciation. Est-ce que vous pensez que, enfin je ne sais pas, c'est à la salle, est-ce que ça, je n'ai pas le sentiment que ce soit transposable au secteur du médico-social tel que le pratiquent
Medicop. Je ne sais pas quelle est votre... Enfin, peut-être illustrer ce que vous dites là, puis savoir la réaction des gens par rapport à cet aspect-là, par rapport à cette bouffée de solidarité que peut apporter en plus l'intérim en complément de l'effectif permanent. Dans mes travaux, c'est une conclusion plus nuancée. J'ai essayé à la fois de relever ce qui pouvait être un apport de l'intérim, et puis effectivement quand même ce qui était plutôt néfaste en ce que ça reproduisait la précarité qu'on est pourtant censé pallier en tant que travailleurs sociaux. Mais effectivement, moi, ça m'a semblé intéressant, ces trajectoires un peu atypiques et un peu à côté, un peu aux marges des institutions, qui se servaient de ces positions interstitielles pour créer du lien avec la population, enfin, avec les usagers, etc. Et donc retrouver une forme voilà, d'authenticité, de proximité voilà, sociale, culturelle, etc. Et donc voilà, se servant de leur position eux-mêmes un peu marginalisée pour la rencontre, quoi, Alors, est-ce que les étudiants, est-ce que vous, avec votre groupe, non, vous n'avez pas fait d'observation dans les structures, donc c'est compliqué de répondre à cette question. Ouais. Non, alors il y a un autre point que vous soulignez dans votre travaux sur l'aide à l'enfance et qui, pour le coup, me semble peut-être transposable dans le cas du médico-social, c'est effectivement ce que vous dites, les intérimaires enclins à travailler dans une forme de discrétion et d'humilité sont moins en prise avec l'institution, pour le meilleur et pour le pire, souvent moins formés, mais ça, ce n'est pas forcément le cas ici. Ils ont également une charge allégée en matière administrative, ce n'est pas neutre. Et donc c'est vrai que de se dire, je fais mon métier, hein, et puis je ne suis pas embêté avec d'autres aspects, j'imagine que c'est aussi un aspect peut-être qui parle et qui justifie donc le choix de l'intérim, y compris dans ces secteurs du médico-social. Mais là encore, je me tourne non seulement vers vous, mais vers tout le monde, puisque je ne le vis pas au quotidien. Je ne sais pas ce que vous avez observé de ce point de vue. Oui, alors, donc, hop. En 2015, il n'y avait pas de travailleur libéral en éducateur spécialisé. Ça commençait. Moi, j'en avais interviewé quelques-uns. C'est-à-dire que c'est comme les psychomotriciens, il n'y en avait quasiment pas. Puis aujourd'hui, moi, je peux identifier, et je les connais, je peux identifier au moins une douzaine sur 600 salariés, au moins une douzaine, et plus particulièrement en protection de l'enfance, d'éducateurs spécialisés en libéral. Donc on est est-on dans le même phénomène de développement qu'a été l'intérim? Est-ce qu'à votre avis, ils ont une même place ou est-ce que c'est un peu différent? Moyennant quoi, ils sont là. Et nous, on a recours, en particulier quand les groupements d'opérations stratégiques viennent nous dire qu'il y a un gamin qui pète un plomb et qu'on ne peut pas prendre un surcroît d'activité et on va prendre un libéral, par exemple. Pour des situations très particulières et très urgentes, on prend des libéraux. Mais en même temps, c'est vrai que dans les représentations du travail social, libéral et éducateur spécialisé étaient, comme pour moi il y a 20 ans, intérim et éducateur spécialisé. J'ai une observation par rapport à ce statut d'éducateur libéral. Alors, moi, j'ai mis en garde en interne nos établissements sur cette forme de recours. Il y a aujourd'hui des prestataires privés lucratifs qui mettent à disposition des établissements médico-sociaux des aides-soignants, des AMP en mode libéral. C'est incompatible. On ne peut pas être... Un médecin peut être libéral, un kiné peut être libéral, mais un aide-soignant, un éducateur, pour moi, et d'ailleurs c'est un risque URSSAF, c'est un risque juridique, d'avoir un libéral mandaté par une structure qui est basée à Londres, souvent, dans des métiers de l'accompagnement et en plus, en prime, non soumis à la législation du droit du travail. C'est quelque chose que je combats en interne. Et j'ai même été interrogé un moment par France Inter sur ce sujet-là. Il y a des enseignes de travail qui sont basées, c'est une forme d'ubérisation du travailleur social et des AES, etc. C'est quelque chose que je proscris en interne. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un éducateur spécialisé
en libéral, mandaté par une structure qui fait du chiffre d'affaires. Ce n'est certainement pas un salarié. Alors effectivement, nous on a observé ces acteurs qui ont émergé, encore une fois, vous l'avez souligné, avec des capitaux risques étrangers, c'est toute cette activité lucrative sur un secteur en difficulté. Il y a eu effectivement, donc notamment l'URSSAF qui a retoqué cette activité-là, il y a eu des contrôles et il y a eu des courriers très clairs. Et il y a eu aussi le Sénat qui a mené une commission d'enquête avec l'audition l'année dernière de certaines de ces plateformes. Et effectivement, la notion de lien hiérarchique avec ce statut d'indépendant en fait est incompatible. Donc voilà, il y a des choses aussi qui vont se réguler dans la durée. Il y a l'effet, encore une fois, à chaque fois d'opportunité d'aubaine parce qu'il y a un certain nombre de professionnels et donc voilà, on va y recourir. Mais effectivement, dans le fonctionnement d'un établissement, ça pose des problématiques de responsabilité qui sont incompatibles avec ce statut-là. Alors, voilà, donc on a une contribution de Brigitte Baldelli, donc, qui est intervenue tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant, merci. Mais est-ce du travail précaire ou bien donc une nouvelle forme de travail au regard donc des transformations du rapport au travail tel que Dominique Méda, par exemple, en parle. Alors, Dominique Méda, c'est une chercheure à Dauphine, chercheuse, ou je ne sais pas si on dit chercheur ou chercheuse. Voilà. Sur la question, c'est l'intérim. En fait, je vous le dis, je le partage là, et effectivement, je ne sais pas si ça fait référence à ce qu'on vient de dire sur l'ubérisation. Voilà. On ne peut pas être sous un lien de subordination et intégrer une équipe de travail et tout en étant libéral. Un médecin peut-être, un éducateur ou un aide-soignant, si en plus on lui dit tu n'es pas soumis à la règle des 10 heures de travail et tu n'es pas soumis à la règle du SMIC, c'est un danger. Alors peut-être que j'ai tort, mais c'est un danger du modèle social qu'on a en France depuis je ne sais pas quand, depuis la fin de la guerre ou avant, mais pour moi c'est un danger. Alors peut-être que je me trompe. Alors y a-t-il une dernière contribution? Oui, à moins que c'est bien sûr. C'est pas la question juridique qui m'intéresse là. C'est que moi, ce que j'ai constaté dans le département où je suis, c'est que d'abord ils sont autonomes. Il n'y a pas de plateforme, etc., qui agit. Ce sont des gens qui sont en micro-entreprise, etc., etc. Je dis pas c'est bien, c'est mal, ou juridiquement on est à côté. Je viens dire que l'éducateur spécialisé, mais il n'y a pas que lui. Personne, ça choque personne qu'on parle de ça pour les infirmiers. Alors, leur niveau d'études est quasiment similaire, et les infirmiers sont ou libéraux ou salariés. Et puis, il y a quelques années, ils étaient sur le même niveau d'études. Aujourd'hui, ça a changé. Mais il y a quelques années, ils étaient aussi libéraux ou aussi salariés. Donc moi, ce que je viens questionner là, à propos d'ailleurs de l'intérim, qui est une nouvelle manière d'aborder un statut de salarié, le statut de libéral est aussi une autre manière. Et c'est là que je viens interroger la scientifique, c'est de dire, et j'ai l'impression que la question est un peu aussi dans ce sens-là, est-ce qu'on arrive petit à petit à une nouvelle manière d'aborder, dont un des risques peut-être de détricoter un modèle social construit, protecteur, etc. Mais moi, cette question-là, je l'évacue pour le moment. C'est vraiment le côté de... J'ai l'impression, et je dis bien l'impression, on parle d'une nouvelle relation au travail, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui n'est pas une manipulation. Il y a des salariés, il y a des personnes d'acteurs de terrain qui ont envie de vivre autrement l'engagement et l'accompagnement social. Alors, juste avant que Charlène ne conclue ou ne réagisse, dernière question ou témoignage, parce qu'on va conclure cette table ronde. Dernière contribution. Oui, alors donc très bien, je vais vous passer le micro, puis comme ça on va tout répondre d'un coup. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monsieur Lasserie, j'ai 54 ans, je suis éducateur spécialisé. Moi, je fais de l'intérim depuis... Rapprochez le micro de... Ouais. Comme ça, c'est bon là? Ouais, comme ça, peut-être. Comme ça? Non? Oui, c'est mieux là. Donc moi, je fais de l'intérim depuis 2000. Vous parliez tout à l'heure d'une intérim qui avait au départ le monopole. Effectivement, il y avait eu Assystem, si c'est de que vous parliez. C'est une intérim, en fait. Les intérims, elles permettent aussi aux éducateurs spécialisés de pouvoir pratiquer leur expérience, de voir différents socles, différents publics, différents fonctionnements, travailler avec différents professionnels. Et c'est ce qui est enrichissant dans le fait d'être intérimaire.
Moi, personnellement, j'ai eu un CDI où j'étais coordinateur, mais j'ai aussi pratiqué beaucoup d'intérim depuis 2000 jusqu'à ce jour avec Medicop aussi de chez Manon. Et effectivement, c'est à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a une différence. À chaque fois, c'est une population qui enrichit, c'est des équipes qui enrichissent. Parfois, vous parliez moi, j'ai rencontré aussi des équipes dans la lassitude, dans l'ennui, dans le rituel, dans les habitudes. Et le fait d'avoir un intérimaire qui apporte sa dynamique, qui apporte aussi ses expériences et son enrichissement, ça peut aussi ça peut être un élément moteur dans la conception d'un ou de plusieurs projets. Tout dépend de la période aussi où l'intérim intervient. Ça peut aller d'une journée, d'une demi-journée à une nuit ou à c'est pas pareil. une semaine, une année, un mois, enfin ça dépend. Moi j'ai travaillé la plus grande expérience en intérim, ça a été 4 ans. À l'époque c'était les prises en charge hôtelières. Donc on était livrés à nous-mêmes. L'ASE nous donnait les gamins via un système par exemple. Et de ce fait, on ne savait pas qui on avait affaire. Il fallait vraiment être comme le 4x4, s'habituer tout de suite, prendre ses repères et puis voilà. Et regarder par la suite le dossier et avoir les informations concernant le ou la jeune qu'on avait en prise en charge. Mais après, je rejoins, c'est vrai que l'intérim, c'est très, très enrichissant aussi pour les expériences et pour les gens aussi qui sortent de l'école. Ça peut être un bon tremplin pour pouvoir aller sur plusieurs sites, différents fonctionnements, comme je dis, MEX, ITEP, IME, ESAT, etc. Et après, pouvoir avoir le choix de se stabiliser ou pas. Mais ce n'est pas un manque de stabilité, le fait de pratiquer en intérim. Enfin, c'est ça que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, Charlène, c'est peut-être à vous de réagir sur ces 2 dernières contributions et en conclusion de cette table ronde, aussi synthétiquement que possible. Ça fonctionne, hein? Je ne sais pas. Sinon... Ouais. J'ai l'impression que ça fonctionne. Peut-être que je crois qu'il y a à la fois entendre ce désir d'autonomie des travailleurs sociaux, c'est-à-dire de retrouver quelque chose d'une créativité au travail, d'une plus grande liberté, etc. Et puis, il y a la question, effectivement, de leur sécurité, de leur protection eux-mêmes comme travailleurs. C'est-à-dire, et je pense que c'est ça que ça vient interroger, donc à la fois l'intérim il y a plusieurs années, parce que là, on voit effectivement qu'il y a un travail quand même d'accompagnement qui est fait de ces travailleurs-là. Mais c'est ça que ça vient poser de manière extrême le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est eux qui vont assumer les risques. Alors oui, voilà, l'autonomie va coûter cher, quoi. Et donc c'est sur cette ligne de crête-là que je pense qu'il faut penser, c'est-à-dire entendre à la fois ce besoin-là et puis la question de la protection. Alors, moi, ce que j'observais à l'époque de ces premiers éducateurs qui prenaient le statut en libéraux, alors oui, c'était en lien avec des plateformes par ailleurs, mais donc déjà, ça ne fonctionnait pas très bien et c'est surtout, ils étaient dans un cumul de plusieurs types de statuts d'emploi. Donc voilà, c'était un rapport aussi au travail social très particulier, quoi. C'était... Voilà. Super. Écoutez, merci infiniment à toutes et à tous. On se retrouve dans un quart d'heure. Donc oui, on peut les applaudir. Et donc pour la 2e table ronde.